l'expertise que tu possèdes, mettons dans le secteur des affaires, elle est intéressante, mais il faut faire attention de ne pas tomber dans dire quoi faire, parce que tu ne rends pas service à ton coaché. Et donc, à ce moment-là, ça devient vraiment une question de les aider à réfléchir et puis de s'assurer que lorsque tu tombes dans ton expertise, tu peux, oui, encadrer. Ce que je m'amuse souvent à dire, c'est qu'il faut que j'outille mon client pour qu'il puisse prendre de manière autonome sa décision. Mais ma job, c'est de l'outiller, c'est pas de prendre la décision à sa place. Bonjour à toutes et à tous, je suis Eddy et vous écoutez un nouvel épisode du Brand Podcast. Aujourd'hui, épisode très spécial puisque on reçoit la première personne du Brand Podcast qui n'est pas en France, en tout cas pas en France à l'heure où on enregistre le podcast. Voilà, c'est un épisode aussi très spécial puisqu'il marque petit à petit la fin de la saison 3 du Brand Podcast. La saison 4 du podcast reprendra d'ici début janvier, mais bon, on en reparlera je pense dans les prochains épisodes. Mais en tout cas, pour toutes les personnes qui découvriraient le podcast suite à cette émission, le Brand Podcast est une émission qui a pour but de vous aider à créer des marques fortes et adaptées aux défis du digital à travers les histoires des meilleurs artisans du marketing de demain. Voilà. Petit plug comme d'habitude pour notre Instagram sur lequel je passe un peu de temps et voilà, qui vous permet d'avoir du contenu exclusif. N'hésitez pas, PRVND Podcast. Sans plus tarder, Alain, est-ce que tu peux te présenter? Alors bonjour Eddy, merci de m'avoir invité sur ton podcast. Alors à l'intérieur, je suis associé dans une firme qui s'appelle Exo B2B. Donc c'est une firme de marketing qui existe depuis 20 ans à Montréal, au Québec. Et ça fait donc, on s'est concentré, nous, exclusivement, dès le départ, sur une approche marketing pour les entreprises B2B en se spécialisant dans le secteur manufacturier, surtout industriel, un peu aussi dans les hautes technologies. Donc, on couvre l'ensemble des fonctions marketing. Nous l'avons fait en impartition pendant plusieurs années. Maintenant, on est dans un modèle d'agence plus standard, je te dirais. Ok, ça marche. Bon, comme d'habitude, maintenant vous commencez à être un peu habitué sur cette saison 3. On va commencer par parler un peu plus d'une trentaine de minutes de ton parcours, de ce que tu as fait. Et ensuite, on va revenir sur Exo, sur votre marketing et votre approche avant d'enchaîner avec le classique Fast and Curious version 1 et puis ta question. Je pense que si on devait du coup donner un mot pour résumer assez bien l'ensemble de ta carrière, ce serait le mot éducation. Toi, tu as commencé tes études avec un bachelor à l'Université du Québec en éducation avec une spécialité en orientation professionnelle. Avant d'enchaîner donc sur un MBA à la prestigieuse HEC Montréal. Et du coup, avant qu'on commence, je voulais quand même m'arrêter sur ce bachelor parce que j'aimerais bien savoir déjà qu'est-ce qui t'a poussé à faire un bachelor du coup en orientation pro et pas un truc un peu plus standard type économie, management et je sais pas et compagnie. Et surtout qu'est-ce qu'on apprend dans ce genre de bachelor? Alors, le bachelor en information scolaire et professionnelle s'adresse donc à des gens qui veulent être formés pour aider dans le choix de carrière. Alors, ce qui m'a amené là, tout simplement, c'est que je suis un décrocheur. Je ne sais pas quel est le terme qui est utilisé en France, mais j'ai lâché l'école à un certain âge. J'ai vadrouillé pendant quelques années, 4 ans pour être exact, à faire un peu n'importe quoi sur le marché du travail. Et on a la possibilité chez nous de retourner aux études, même si on a décroché pendant plusieurs années. Et je suis donc retourné faire ce qu'il fallait pour entrer à l'université, faire une formation en me disant je vais empêcher d'autres jeunes comme moi de décrocher et perdre leur temps. Alors c'est ce qui m'avait amené à faire ce type de bachelor. Mais du coup, moi j'aimerais bien savoir comment tu fais, enfin quand tu es dans ce bachelor-là, parce que je suppose que vous devez avoir quand même des cours, etc. sur l'orientation, comment tu fais pour conseiller des gens sur quelle carrière choisir, etc. quand toi-même, au début, t'as pas de carrière en tant que tel. Écoute, c'est
la carrière est devenue à ce moment-là cette envie d'empêcher d'autres personnes de perdre leur temps comme moi je l'avais fait. Donc, ça devenait vraiment une mission de vie à ce moment-là et ça m'a animé pendant longtemps, ce qui m'a amené d'ailleurs à l'entrepreneuriat parce que là, c'était non seulement des gens qui avaient de la difficulté à trouver un parcours de carrière, mais ça pouvait être aussi trouver des gens qui étaient malheureux au travail en tant que tel et découvrir que l'entrepreneuriat est une carrière en soi. Alors, c'est ce qui m'a amené, à cause de l'aspect business de la chose, à faire un MBA. Ok, ça marche. Et du coup, si tu pouvais revenir en arrière et te donner un conseil à toi-même, donc au moment de ces études, tu te donnerais quoi comme conseil pour obtenir plus d'impact dans ta vie et ta carrière suite à ces études-là? Je te dirais que l'implication dans les activités parascolaires, ça peut sembler bizarre à dire, mais c'est vraiment un élément qui est clé dans le réseautage. Donc, te faire des contacts, rencontrer des gens qui sont mieux placés pour t'aider dans ta carrière. Je me rappelle très bien le fait de siéger sur des comités parascolaires m'a permis d'être en contact avec de nombreux hommes d'affaires qui m'ont aidé par la suite. Ok, ça marche. Du coup, suite à ton MBA, donc à partir de 1997, tu deviens chargé de cours à HEC Montréal et à l'Université de Montréal, etc. Et on le sait, hein, des critères des classements internationaux pour les facs et les business schools, ça porte aussi sur le fait d'avoir un grand nombre de professeurs permanents versus des intervenants, parce qu'effectivement, hein, l'idéal, c'est d'avoir le maximum de professeurs permanents pour pouvoir montrer que on a quand même une forme d'exclusivité dans l'expertise. Moi, ma question pour toi, c'est après 24 ans à donner des cours un peu partout, pourquoi t'as pas tenté de passer un PhD ou qui est le fameux doctorat, quoi? L'approche québécoise ou l'approche nord-américaine, c'est d'essayer de faire une bonne balance, si tu veux, entre les profs de carrière et les profs qui sont plus praticiens, je te dirais. Et comme ma spécialité était l'entrepreneuriat, donc l'entrepreneurship, oui, tu peux avoir quelques profs qui font de la recherche en entrepreneurship, mais ça ne fait pas d'eux des entrepreneurs qui connaissent la réalité. Et j'ai même été déconseillé de faire un PhD tout simplement parce que on considérait que j'avais pas la patience nécessaire pour faire un PhD en entrepreneurship à ce moment-là. Donc, c'est au contraire, c'est le fait d'être sur le terrain, lorsqu'on parle d'un sujet comme celui-là, permet d'être dans la réalité de tous les jours. Puis je te dirais que pour avoir été à la fois entrepreneur, c'est-à-dire travailleur autonome pendant quelques années avant d'être entrepreneur et que je faisais du coaching, on va peut-être y arriver, mais le coaching d'entrepreneur a jamais été aussi solide que une fois que j'ai été entrepreneur moi-même, puis je fais la distinction entre travailleur autonome, solopreneur et entrepreneur, parce que c'est pas le même genre de vie. Ok. Quand tu dis entrepreneur, solopreneur, c'est juste la notion d'avoir une équipe ou tu parles d'autre chose? Ben, il y a différentes choses. C'est-à-dire que oui, l'équipe est un élément clé. Par contre, solopreneur, ou travailleur autonome, c'est vraiment une question de style de vie. Quand tu atteins le style de vie que tu cherches en étant en affaires, solo, généralement, les choses se stabilisent. Le fait d'être entrepreneur, il y a deux clés très importantes. Une, c'est cette obsession de la croissance. On veut croître l'entreprise, on veut faire plus d'argent, on veut avoir plus d'employés. Et le deuxième élément est effectivement ça, c'est-à-dire d'avoir des employés, d'avoir une équipe, de trouver des mandats pour faire travailler ces gens-là. Bien entendu, tu fais du profit sur chacun de tes employés, mais ça n'empêche pas que toi, en tant que gestionnaire de ton entreprise avec des vendeurs, tu vas trouver suffisamment de mandats pour faire fonctionner cette équipe-là. Donc, ça fait beaucoup plus de choses à gérer. Tu n'es pas juste maître de ton propre domaine comme lorsque tu es travailleur autonome. Ok, ça marche. Et du coup, pour revenir à ce dont on parlait par rapport aux cours, etc., est-ce que toi, tu aurais des conseils pour les personnes qui ont une expertise et qui souhaitent donner des cours, qui n'ont pas nécessairement de PhD ou animer des conférences, ce genre de choses? Parce que c'est vrai que, tu en parlais avant, peut-être certains ne peuvent pas avoir la patience, mais c'est quand même un critère qui est assez fort. Et quand on regarde les fiches de poste pour les intervenants, ça revient assez fréquemment, quoi. Écoute, je pense qu'il y a des différences fondamentales entre le système scolaire français et le système scolaire québécois à ce niveau-là.
là. Il est certain que le système scolaire québécois a tendance à aller chercher des gens qui sont un peu plus terrain. Oui, il y a la composante pédagogique, il y a la composante recherche, mais si on est pour enseigner, motiver les gens à être, très proactifs sur le terrain, basés dans l'action. Il n'y a rien de tel qu'avoir un prof qui est dans cette action-là et qui n'est pas juste dans la réflexion. C'est important d'avoir les deux, mais je crois qu'au niveau, surtout des études de base, d'avoir un professeur qui est centré sur l'action, qui vit la chose au jour le jour, amène des expériences, des études de cas qui sont plus réelles et plus récentes que ce qu'on retrouve souvent dans la littérature universitaire. Mais moi, je me mets à la place de notre audience, hein. C'est pour ça que j'insiste sur cette question-là. Il y a beaucoup de jeunes marketeurs, de VP, etc. qui nous écoutent. Et voilà, aujourd'hui, tu peux être un VP marketing d'une grosse marque, se connaître sur le bout des doigts l'acquisition, etc. et pas réussir à donner des cours à HEC, l'ESSEC, etc. Comment tu fais pour être en contact avec les bons interlocuteurs? Comment ça fonctionne, l'attribution des cours? Comment toi, tu as eu tes premiers cours? Tout ça, c'est quand même assez opaque. Écoute, il y a une question une aventure particulière, c'est-à-dire qu'à mon retour de France, j'ai complété mon MBA et comme j'avais une espèce de bizarre de parcours, j'ai fait donc de l'orientation scolaire pendant quelques années, d'aider les gens à choisir une carrière, dont l'entrepreneuriat. Je suis allé travailler à l'étranger, je suis revenu, j'ai terminé mon MBA. À cette époque-là, HEC Montréal lançait l'idée d'un centre d'entrepreneurship pour les étudiants et pour les professeurs, majoritairement pour les étudiants à l'époque. Et donc, on m'a embauché pour monter le centre, les activités, les ateliers, amasser les fonds, chercher des partenaires, etc. Donc, c'était en soi une aventure qui était très entrepreneuriale et j'étais donc à même l'institution à cette époque-là. Et à un moment donné, il y a une charge de cours qui s'est ouverte, tout simplement. Et comme j'étais au jour le jour dans l'entrepreneuriat, mais plus au plan pratico-pratique qu'au plan de la recherche, je venais contrebalancer peut-être une vision trop, justement, recherche de l'entrepreneuriat. Et on m'a offert cette charge de cours-là, mais il faut dire que j'étais en contact avec les profs, avec la faculté, parce que dans le cadre du centre d'entrepreneurship 1 et 2, il m'arrivait de consulter ces gens-là pour leur demander s'ils pouvaient offrir, un atelier, une grille de réflexion, etc. C'est sûr que je puisais dans le cursus pédagogique et de recherche de l'entrepreneuriat à HEC pour animer les ateliers auprès des étudiants qui voulaient se lancer en affaires, nonobstant les cours qu'ils faisaient. Donc, se lancer un petit truc en parallèle en étant aux études ou encore vraiment partir une entreprise parce qu'on avait un programme de bourse quand même à l'époque qui était très riche. On avait le programme de bourse le plus généreux de l'Amérique du Nord dans ce temps-là, où j'octroyais 100 000 $ par année à différents programmes, différents projets entrepreneuriales des étudiants, ce qui était énorme. Donc, ça attirait beaucoup d'étudiants, non seulement d'HEC, mais de l'ensemble du campus de l'Université de Montréal, qui venaient chercher, dans le fond, l'aide financière pour se lancer en affaires dès la fin des études. La boucle, elle a commencé de ce côté-là. Mais je peux te confirmer qu'il y a quand même des gens d'agences, il y a des pays, etc., qui sont chargés de cours dans les différentes facultés universitaires, y compris HEC. Ok, ça marche. Tu as déjà fait la transition avec l'entrepreneuriat et c'était un peu la suite de mes questions parce que tu es devenu donc DG, comme tu disais, de ce centre d'entrepreneuriat. Puis ensuite, il y a eu aussi une aventure autour d'un pôle universitaire. Avant ces expériences, comme tu l'as dit, tu n'avais jamais vraiment entrepris. Et d'un coup, tu te retrouves comme ça, DG. Aujourd'hui, tu es associé, donc tu es aussi dans une posture d'entrepreneur. Et du coup, pour toi, ce serait quoi le conseil que tu pourrais donner à des jeunes entrepreneurs un peu plus inexpérimentés, donc sachant qu'il y a une grande partie de mon audience qui sont probablement des marketeurs, mais potentiellement des étudiants et peut-être des futurs entrepreneurs? C'est certain que de s'impliquer
auprès des... Parce que je sais que ça s'est bien développé également en France, là, tout ce qui est incubateur pour aider les jeunes pousses. Moi, je connais beaucoup de jeunes entreprises, de jeunes marketeurs, des solopreneurs dans différents domaines qui vont offrir bénévolement leurs services. Il y a toutes sortes de soirées là, de speed dating d'affaires qui se créent aussi dans des activités de réseautage. Donc, de s'impliquer auprès de l'écosystème entrepreneurial, ça permet vraiment, je te dirais, de générer beaucoup d'idées sur soit la prochaine itération de l'entreprise dans laquelle ils sont en ce moment, ou encore vos projets en parallèle, ou carrément partir autre chose. C'est très stimulant de s'impliquer dans cette communauté. Ok, ça marche. Moi, à titre personnel, du coup, quand j'ai créé la première boîte l'année dernière, j'étais à l'incubateur de mon école, mais du coup, j'ai pas vécu tout ça parce que c'était plein Covid. Donc il y avait tout en distanciel, etc. Mais c'est vrai que je suis assez curieux de voir le réel impact de ce que tu décris, étant un peu l'émulation collective, etc. Puisque moi, j'ai bénéficié de mentorat, mais c'était individuel et il n'y avait pas trop ce truc avec, tu sais, beaucoup de boîtes autour qui font d'autres choses, etc. Mais bon, c'est assez intéressant. Pour continuer, du coup, avec les questions, dans le dernier épisode, du coup, on recevait donc Véronique Aboguet qui nous a présenté et qu'on embrasse aussi, donc qui est consultante et coach. Et vous deux, vous avez un point en commun, donc le fait d'avoir été tous les deux coachs. Et de ton côté, toi, tu as coaché des équipes ou encore des cadres, donc pendant un peu plus de 18 ans. Et du coup, bah voilà, mes questions pour toi seraient les suivantes. Comment tu fais quand tu as une expertise pour devenir un coach et pour passer surtout outre le syndrome de l'imposteur, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, je pense, dans notre audience qui doivent avoir un peu ce truc de est-ce que je suis suffisamment prêt? Certes, je suis manager, mais pour me mettre dans une position où je vais manager les managers, quoi. Le métier de coach, il est quand même assez bien encadré, mais il reste encore beaucoup de gens qui s'improvisent coach. Et dans la perception de ce que c'est, il faut faire attention. Donc, je te dirais, quelqu'un qui veut être coach, qui se sent coach ou qui se fait solliciter pour être coach, le premier réflexe serait vraiment de s'assurer de faire formation avec une organisation reconnue, qu'elle soit française ou internationale, peu importe. Mais il y a une façon de procéder quand on est coach et il faut faire attention. Il y a la question du coach de vie qui est très près du psychologue ou du travailleur social. Tu as le coach de carrière, donc qui va intervenir dans des grandes structures auprès de gens qui sont ambitieux et qui veulent monter dans la hiérarchie des entreprises. Et tu as le coach d'entrepreneur qui, lui, est un peu un mélange des deux parce que c'est impossible de ne pas embarquer dans l'aspect personnel, dans l'aspect coaching de vie quand tu coaches un entrepreneur. Donc, il y a ces trois distinctions-là qui sont importantes à faire. Et l'expertise que tu possèdes, mettons dans le secteur des affaires, elle est intéressante, mais il faut faire attention de ne pas tomber dans dire quoi faire parce que tu ne rends pas service à ton coaché. Donc, à ce moment-là, ça devient vraiment une question de les aider à réfléchir et puis de s'assurer que lorsque tu tombes dans ton expertise, tu peux, oui, encadrer. Ce que je m'amuse souvent à dire, c'est qu'il faut que j'outille mon client pour qu'il puisse prendre de manière autonome sa décision. Mais ma job, c'est de l'outiller, c'est pas de prendre la décision à sa place. C'est pas la même chose du tout. Et c'est ce que plusieurs experts prétendent, disant être coach. Ils disent aux gens quoi faire, pas tout à fait la même chose. Je te dirais, un peu à l'image d'un coach sportif, c'est d'aider à monter une stratégie, c'est d'aider à monter les façons de faire, c'est corriger certaines erreurs, c'est mettre la lumière sur certaines choses qui doivent être changées, aider la personne à changer ses habitudes, ses façons de faire, sa façon de réfléchir, etc. Donc, ton expertise de base peut te servir dans certains cas, mais 80% du métier n'a pas nécessairement à faire avec ton expertise au préalable. Je dirais que si tu viens du même domaine, il y a un aspect de compréhension de la problématique qui est intéressante.
exemple qui vient favoriser la chose, ben, je te dirais peut-être, j'ai eu à un moment donné énormément d'impact sur un cadre supérieur en entreprise, alors que j'avais jamais travaillé dans la grande corporation. Je ne connaissais pas les tenants et les aboutissants, les jeux de coulisses des hautes directions des entreprises internationales. Et pourtant, cet individu-là a été extrêmement satisfait de mon coaching. Et d'ailleurs, je lui ai dit au départ, je dis, moi, je connais très, très peu la dynamique dans laquelle tu te retrouves dans cette entreprise-là. Et il m'a dit, non, en quelque part, c'est ça que je veux un regard frais, un regard un peu innocent, que tu vas me poser les bonnes questions parce que, effectivement, tu as ce regard-là et tu vas effectivement t'assurer que je pense à l'action et que je suis en mode feedback constamment, parce que c'est ça aussi qui est le travail du coach. C'est son coaché avance, essaie, il y a beaucoup d'essais et erreurs là-dedans, ça fait partie de la dynamique. Et on doit effectivement avoir une rétroaction sur chacune des actions qui sont posées, comprendre ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché, puis continuer à ajuster. Au fur et à mesure qu'on avance, on devient de plus en plus efficace. On fait de moins en moins d'erreurs, on perd de moins en moins de temps. Ok, ça marche. J'aimerais bien revenir quand même sur un truc que tu as dit au tout début, sur le nombre de personnes qui se lancent entre guillemets trop tôt dans le coaching, etc. Ou qui adoptent peut-être plus une posture de consultant, donc en disant aux gens ce qu'ils doivent dire. Tu as dit qu'avant, ce serait bien quand même de se former dans des institutions, etc. Déjà, première question, est-ce que toi, tu t'es formé? Si oui, où? Et est-ce que tu recommandes les autres certificats de business school, type devenir un coach certifié, ce genre de truc, ou pour toi il y a une méthode un peu plus simple, je sais pas. Écoute, le coffre à outils d'un coach, il est jamais assez plein. Hein. C'est une question de formation continue et dans plein de petits domaines qui peut s'avérer utile. Pour répondre d'abord au premier aspect de ta question, oui, j'ai 2 formations. J'ai une formation de coaching de base à l'école coaching de gestion, qui est à la fois ici et en Europe d'ailleurs. Et après plusieurs années, je suis retourné, si on veut, sur les bancs pas d'école, mais des bancs numériques, en prenant une autre formation avec la Worldwide Association of Business Coaches, donc la WABC, pour aller chercher, je dirais, un rafraîchissement. Mais vois-tu, coaching d'entrepreneur en tant que tel, c'est jamais vraiment là. Ça représente un module ici et là. L'école coaching de gestion touchait, à l'époque, hein, ils ont peut-être changé, là, à plein de choses reliées au coaching. C'était une école qui était reconnue par l'International Coaching Federation. Hein, je pense que l'ICF est probablement la plus vieille institution de reconnaissance des coachs, mais il y en a tout plein, pas dénigrer les autres qui existent. C'est juste que l'ICF est probablement la plus vieille. Et donc, il y a des reconnaissances, il y a des titres qui sont donnés, il y a des niveaux, donc, tu sais, ACC, PCC, MCC, donc Professional Certified Coach, Mastered Certified Coach. Les différentes corporations de coaching ont leur niveau. Donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant aussi parce que tu peux penser à aller chercher des niveaux plus élevés. Bon, en soi, je te dirais, pour intervenir dans les très grandes organisations, dans les gouvernements, souvent, on va demander ce genre de reconnaissance de coaching. Par contre, les entrepreneurs eux-mêmes, ce qu'ils vont surtout chercher à savoir, c'est peux-tu me parler d'un autre entrepreneur comme moi que tu as coaché, puis qu'est-ce que ça a donné comme résultat, puis est-ce que je peux l'appeler? Ouais, c'est vraiment là que ça va jouer. Là. Ouais, c'est ce que j'allais demander, parce que justement, tu me parlais de plein de fédérations, etc. Aujourd'hui, est-ce que les gens savent même que ces fédérations existent? Je suis pas sûr, quoi. Écoute, si tu es sérieux à vouloir faire du coaching, que tu t'improvises pas coach, je serais surpris que tu sois pas au courant parce que il suffit de faire une simple recherche dans Google de formation de coaching et on est
à la fois débordé d'institutions extrêmement reconnues, puis je suis sûr qu'il y en a en France également, et puis tu as des trucs qui sont plus, parallèles. Hein. Il y a énormément de gourous de coaching en ligne qui offrent des formations d'encadrement dans différents sujets, qui sont souvent des dérivés de la programmation neurolinguistique. Maintenant, on voit de plus en plus la neuropsychologie. Et donc, c'est des outils, c'est des armes supplémentaires pour mieux faire le boulot. Maintenant, est-ce qu'on commence avec ça, puis ensuite on va chercher une certification qui est reconnue internationalement? Peut-être que oui, peut-être que non. Dans mon cas, à l'époque où moi j'ai commencé à coacher, j'ai fait la formation de base avec coaching de gestion et rapidement, mon carnet était rempli, j'ai pas eu besoin d'aller ailleurs. Il y avait moins de compétition à l'époque qu'il y en a aujourd'hui, où rapidement, puis je suis sûr que si tu faisais des recherches, ça serait encore la même chose. Beaucoup de coachs sur le marché et la moyenne des revenus semble intéressante, mais ce qu'on a toujours vu chez les coachs, c'est des coachs qui crèvent un peu de faim et des coachs qui font énormément d'argent, très peu de gens qui sont dans le milieu. Ouais, c'est ça, c'est winner takes all, quoi. Ouais. Okay. Mais du coup, c'est assez étonnant, juste pour qu'on finisse sur le sujet de coaching. Tu disais, ouais, avec la première formation, tu as eu juste à apprendre celle-là et ton carnet était rempli. Petit aparté pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont peut-être dans cette position de freelance, qui veulent trouver leur premier client. L'épisode avec Véronique est très bien, numéro 6 dans cette saison. Et on parle de tout ça en long, en large, en travers. Mais pour revenir à toi, tu disais ouais, qu'avec cette première formation, tu avais déjà ton carnet d'adresses. C'était les personnes qui avaient plus l'œil sur la reconnaissance internationale, etc., c'était donc que des institutions, ou est-ce que tes clients entreprises, elles aussi avaient connaissance de tous ces éléments? À l'époque où j'ai commencé à coacher, où je coachais beaucoup, le métier de coach d'affaires commençait vraiment. Donc, les gens étaient plus ou moins au courant de ces institutions-là. Donc, du moment que ça sortait des grandes boîtes, ou encore une fois, comme je te dis, du paragouvernemental, les gens n'étaient pas au courant. J'ai trouvé mes premiers clients qui étaient donc des entrepreneurs de petites et moyennes entreprises, là, je dirais de solopreneurs à peut-être 20 employés, rapidement sur Google. À l'époque, je faisais de l'annonce, j'avais un bon site web, une landing page, je réseautais beaucoup, je faisais partie du chapitre québécois de l'ICF, j'allais dans des activités de type BNI, etc. Donc, la combinaison de tout ça fonctionnait bien, puis tu sais, ça veut pas dire que sur Google, aujourd'hui, c'est facile. À l'époque, ça l'était parce qu'il n'y avait pas beaucoup de coachs. Je faisais passer des annonces de coachs d'affaires, donc très régionales autour de Montréal, en m'assurant de bien nommer les exclusions, c'est-à-dire pas de coach de vie, pas de coach de sport, etc. Donc, à ce moment-là, quand vraiment les gens tapaient coaching d'affaires ou coaching entrepreneurial, mes annonces sortaient rapidement, puis ça coûtait pas très cher parce que c'était pas encore très populaire. Je sais pas, ça serait probablement plus difficile aujourd'hui. Ok, ça marche. Bon, bah, du coup, sans plus tarder, on va rentrer plutôt dans la partie plus branding, donc autour d'Exo. Exo B2B, donc si j'en crois Google, agence axée sur la performance et les résultats marketing B2B, donc comme son nom l'indique. Donc ça veut dire que vous avez un thème qu'on n'a pas encore trop abordé sur le podcast, c'est le lancement de produits B2B. Quand on va sur votre site, donc sur la landing, vous affichez des bénéfices qui sont l'augmentation à court terme du taux de notoriété, raccourcissement du cycle de vente, génération de prospects par force de vente intermédiaire, etc. J'en passe. Donc mes questions pour toi sont les suivantes. Comment est-ce que concrètement vous structurez vos méthodes pour avoir des résultats affichés aussi bons en première vue, et quels sont les éléments qui seraient applicables au business de notre audience, hein, parce que c'est vrai qu'on a des gens aussi qui sont aussi dans le market et ils aimeraient bien pouvoir en tirer aussi quelques conseils. La différence fondamentale, il faut partir dès le départ entre la différence entre le B2C et le B2B. On utilise à peu près tous les mêmes outils, donc ça se ressemble jusque-là. La grosse différence, c'est que lorsque tu fais du B2C, tu vends à un individu et que tu multiplies, dans le fond,
à des individus qui sont similaires, ta façon de faire la mise en marché. Je résume ça de manière très, très simple. En B2B, tu vends toujours à un groupe d'individus. Et le problème, c'est que si tu es un vendeur, tu es en contact avec une personne dans ce groupe-là. Si ce n'est pas la personne qui a le plus d'influence, à ce moment-là, ça devient un petit peu plus difficile. Donc, tu dois essayer de trouver une façon de t'adresser à tous les membres de ce groupe de discussion-là qui décident s'ils vont acheter ton produit ou ton service. Okay? Donc, ça nous amène à travailler différemment avec les personas. Ça nous amène à travailler différemment dans le cycle d'achat parce qu'on a plus de personnes qui sont impliquées, qui ont un poids différent, et aussi le fait que le cycle d'achat est beaucoup plus long, beaucoup plus complexe et plus risqué. Mis à part la journée où tu vas magasiner avec ta copine une bagnole ou encore l'achat d'une maison, la plupart de tes autres achats vont être des achats quand même faits à relativement court terme, relativement spontanés, où tu ne vas pas aller consulter un comptable, un avocat, des copains, etc. pour savoir si tu devrais acheter tel truc ou tel autre. Tu fais ça pour la bagnole, puis tu fais ça pour la maison. Mais dans une transaction B2B, c'est presque ça à tous les jours. Donc, on doit bien comprendre, bien connaître qui est dans le cycle d'achat de ce type d'entreprise-là et savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin pour faire avancer la décision, parce que la décision, elle avance doucement. Là. Elle passe donc d'un intérêt pour une solution à un problème que j'ai dans mon entreprise, après ça, à considérer un fournisseur, donc qui peut être toi, mais il y en aura d'autres, et c'est la période où on consomme une quantité phénoménale d'informations, de PDF, de e-book, de white paper, de vidéos, de conférences, de webinaires. Les gens consomment une quantité phénoménale d'informations, donc à peu près 80% de la consommation d'informations d'une décision d'entreprise se fait dans cette phase de considération-là, où on regarde les options finalement. Après ça, on tombe au niveau vraiment de l'évaluation. On va comparer un ou deux fournisseurs qu'on va avoir retenus après avoir consulté tout ça. Et puis la réalité, en B2B, ça finit toujours presque sur une question de risque financier, risque technologique, risque fonctionnel, etc. Donc, c'est comme les derniers éléments qui vont être pris en considération quand ils vont faire l'analyse de savoir choisir le fournisseur A et le fournisseur B. Ensuite de ça, il y a la période d'achat avec toutes les négociations et tout ça. Il y a la période d'onboarding par après, parce que généralement, surtout si c'est un produit ou un service qui est complexe, ça ne s'arrête pas à la vente. Le onboarding qui va suivre est important. Donc, les services après-vente, les services à la clientèle sont extrêmement importants par rapport à la réputation de la marque. Donc, écoute, les choses sont très différentes. Je te dirais que il y en a d'autres des agences B2B. Ce qui est particulier chez nous, c'est que Linda, la présidente, a développé avec le temps un modèle d'intervention qui nous est propre et qui fait surtout que on n'oublie rien. On pense vraiment à tout parce qu'on a un modèle vraiment qui est propre à notre façon d'intervenir. C'est quoi ce modèle d'intervention? Ben écoute, c'est un modèle propriétaire, ouais, je te dirais. Là, c'est un modèle en boucle qui à la fois avec le client qui est au centre et nous qui est à l'extérieur. Et donc, il y a plusieurs couches au niveau de l'intervention. Encore une fois, pour les 4 volets que je t'ai donnés de base, là, donc l'intérêt, la considération, l'analyse et l'achat, bien entendu, en travaillant à la fois avec le marketing et les ventes, parce que l'alignement vente-marketing en B2B est crucial et elle l'est plus que jamais, entre autres à cause de la pandémie. Et cet élément-là, donc, de quel est le rôle du marketing, quel est le rôle des ventes dans chacune des phases, comment ils travaillent ensemble, à quelles choses ils doivent penser
au niveau de la proposition de valeur, au niveau des personnages avec lesquels on travaille, et comment ça évolue donc dans ce cercle-là. Et pourquoi on le fait en cercle? C'est quand on arrive au bout, donc on a passé la phase d'achat et la phase d'onboarding. Je ne sais pas si le terme existe en France, je m'excuse, mais on parle de upsell et de cross-sell. C'est le moment où j'interviens dans le podcast pour vous couper dans votre lecture. Pour toutes les personnes qui nous écoutent toujours après plus de 32 minutes maintenant de podcast, je suis vraiment désolé. Puisque pour la première fois depuis maintenant 3 saisons, et pour ce 8e épisode du Brand Podcast de la saison 3, vous n'aurez pas la fin de l'épisode. Pas parce qu'il y a un modèle payant, loin de moi cette idée, mais juste parce qu'en fait j'ai eu un problème d'enregistrement en fait, et je m'en suis rendu compte à la fin du podcast, sauf qu'il manquait en fait 10 minutes de podcast, donc la fin de la réponse à cette question. Je vous la fais courte. Globalement, le modèle est propriétaire, et ici Alain a essayé de me le décrire, mais sans vraiment rentrer dans les détails, donc c'est pas très important. Je voyais pas le fait de justement refaire les 10 minutes, et je préfère toujours avoir des podcasts qui soient au plus naturels possible. Donc voilà, c'est pour ça que je tenais à faire cette petite intervention. Je vais clôturer le podcast tout seul en tenant déjà à remercier Alain pour sa disponibilité et son temps. Je pense que la partie en tout cas sur son parcours que vous avez eu en entier aura été intéressante, surtout sur la partie autour des cours et de son expérience dans l'éducation. Et voilà, pour toutes les personnes qui nous écoutent toujours, moi je voulais vous demander comme d'habitude de liker la vidéo si vous la regardez sur YouTube, donc PRVNT Podcast sur YouTube. Les podcasts sont toujours disponibles gratuitement, de nous mettre des commentaires, que ce soit sur YouTube, sur Apple Podcast, pour nous faire aussi grimper dans la catégorie affaires sur ces plateformes-là. On est classé depuis la saison 1 dans la catégorie affaires et marketing, donc ça fait plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner directement, je le dis jamais, mais vous abonner au podcast, vous pouvez le faire sur Spotify, ça vous permet de, par exemple, ne pas rater les épisodes. Vous pouvez aussi le faire sur la page LinkedIn du podcast, où vous aurez toutes les informations sur les sorties, sur les épisodes, etc. Et aussi sur la page Instagram particulièrement, parce qu'en ce moment, voilà, j'ai créé ça depuis la 3e saison, et j'essaie de vous poster des sondages, de vous faire construire le podcast avec moi, et de vous donner d'autres infos exclusives. Sans plus tarder, je vais vous laisser. On se dit à lundi 8h pour un nouvel épisode, et moi je vous dis à très bientôt.